Énergie, c'est une société qui est spécialiste de la rénovation énergétique en copropriété. Aujourd'hui, nous ne faisons que ça, la rénovation énergétique des copropriétés. Mais vous verrez que rénovation énergétique, ça peut aussi s'appeler rénovation d'entretien, c'est au fond presque la même chose. On ne fait pas de rénovation d'entretien sans l'énergie, on ne peut pas traiter l'énergie sans entretenir son bâtiment. C'est une société qui est originale dans son actionnariat, puisqu'elle appartient non pas à des actionnaires privés, mais à des actionnaires publics. En premier lieu à la région Île-de-France, qui est l'actionnaire très majoritaire à 60%, mais aussi à la ville de Paris, la Caisse des dépôts, le département du Val-de-Marne, etc. Donc un actionnariat original, mais une intervention comme un cabinet de maîtrise d'œuvre classique, avec une culture, un goût de l'intérêt général, qui a une équipe qui compte des architectes, des ingénieurs thermiciens, des chefs de projet, ingénieurs financiers, un juriste, une personne à la communication, une personne qui s'occupe des finances. Donc une équipe qu'on dit maintenant pluridisciplinaire. Et pourquoi on a monté une équipe qui rassemble autant de compétences a priori indépendantes? Parce que c'est ça qui est nécessaire pour réussir un projet en copropriété. Après quelques années d'existence, on s'aperçoit qu'en copropriété, il y a presque autant de raisons que de copropriétaires que de lancer une rénovation. Et chacun, selon ses priorités et ses envies, peut y trouver son compte. La première raison, en général, c'est qu'un bâtiment est vieillissant et il a besoin d'être entretenu. Donc on se dit, il va falloir lui donner une nouvelle jeunesse. Ça vaut particulièrement pour les bâtiments des années 50, 60, 70. On commence à voir des bâtiments des années 80 arriver doucement. C'est des bâtiments qui ont entre 40 et 70 ans et qui étaient souvent de bons bâtiments quand ils ont été construits, mais qui aujourd'hui montrent des signes de vieillissement importants. Bien, en général, on se dit, maintenant, j'ai besoin de réinvestir pour l'entretenir. Un bâtiment, ça peut durer un siècle, éventuellement plusieurs siècles, à condition de réinvestir dedans pour l'entretenir. Et quand toutes les 30, 40, 50 ans on réinvestit 5, 10, 20% de la valeur, alors le bâtiment peut avoir une pérennité importante. C'est aussi pour lui donner une nouvelle beauté. Un bâtiment qui était au goût des années 60 n'est pas forcément au goût d'une personne aujourd'hui en 2020. Et quand je dis une personne, c'est une personne qui vit aujourd'hui, mais c'est aussi éventuellement un futur locataire ou un futur acheteur. Donc c'est remettre au goût du jour et au goût des personnes qui vivent aujourd'hui, et toujours en pensant en 2020, mais même éventuellement 2030 ou 40, parce que quand on fait des rénovations importantes, quand on va toucher au bâti, il faut penser le temps long. C'est des rénovations qu'on fait tous les 30, 40 et éventuellement 50 ans si c'est bien fait. Donc c'est requalification architecturale. Les économies d'énergie, c'est un des éléments très importants pour nous, mais qui ne peut pas être découplé des autres. Quand on fait une rénovation d'entretien, une rénovation esthétique, architecturale, on fait des économies d'énergie. Et quand on fait des économies d'énergie, il va forcément falloir toucher la façade, donc revoir les aspects architecturaux et esthétiques. Une question d'amélioration du confort, je l'ai mis en quatrième, mais ça va presque pu être mis en premier parce qu'on constate que c'est souvent ce qui revient en premier dans les motivations. L'amélioration du confort, protection contre le froid l'hiver et de plus en plus, vous le savez, contre le chaud l'été. Donc l'impact des vagues de chaleur qui peuvent durer un petit peu et qui risquent de durer de plus en plus à prendre en compte. Et l'isolation, ça isole du chaud et du froid. Par définition, une isolation, ça empêche la chaleur de circuler à travers une paroi. Donc tous ces aspects sont évidemment très importants. Moi j'aime bien citer la phrase de nos copropriétaires qui ne sont pas ici, qui étaient venus nous voir il y a quelques années, qui démarrent leurs travaux là, et qui nous avaient dit, il faut que vous nous aidiez, tous les logements sociaux autour de chez nous ont été rénovés, on dirait que c'est nous le HLM. Et je reprends souvent cette phrase parce qu'elle me semble bien qualifier ce que ressentent la plupart des gens avec qui on travaille. Je vois qui rit parce que c'est un cas très classique. Donc le problème n'est pas grave, par contre, il faut réagir. Parce que tout ça, ça résulte dans quoi? Un bâtiment qui se dégrade versus un bâtiment très bien entretenu, un bâtiment qui a l'air un peu ringard esthétiquement par rapport à un bâtiment qui est beau, un bâtiment qui consomme beaucoup d'énergie par rapport à un bâtiment qui en consomme peu, et un bâtiment confortable par rapport à un non confortable, et ça se retrouve dans le prix. Tous ces critères-là, qui sont des motivations qui peuvent être plus ou moins fortes pour les uns et les autres, à la fin, ça a un impact sur le prix, et c'est pas seulement une estimation à vue de nez, c'est quelque chose qui est constaté, mesuré par les notaires. Vous savez que les notaires enregistrent toutes les ventes, toutes les mutations en France sont enregistrées par les notaires, y compris l'étiquette énergie. Depuis 2005, dans leur très grande base de données, ils ont le prix d'un bien, la surface, l'état, le lieu et l'étiquette énergie. Donc ils ont pu, les notaires, faire des études statistiques à grande échelle pour essayer de voir quel est l'impact d'une rénovation énergétique, ou plutôt quel est l'impact de l'étiquette énergie sur la valeur du bien. Et cet impact, alors ça ne change pas de 30% évidemment, mais c'est pas négligeable du tout. C'est jamais la première motivation pour venir
nous voir et pour faire des travaux, mais ça compte toujours de manière assez importante. Et mon sentiment, c'est aussi que faire une rénovation énergétique, c'est beaucoup éviter de potentiellement perdre de la valeur. Je pense notamment aux bâtiments en petite couronne qui peuvent avoir beaucoup de concurrence, de nouveaux bâtiments à proximité. Et ben, un bâtiment des années 70 dans son jus, si vous passez l'expression, il va être moins attractif qu'un bâtiment neuf construit, livré en 2020. Donc c'est aussi une question de ne pas décrocher par rapport au marché qui peut être dynamique dans certains territoires. Ça a plus de valeur quand on est en petite couronne ou en grande couronne francilienne. Et puis évidemment, la mise en conformité avec les obligations présentes et futures qui ont tendance à se renforcer. Vous savez par exemple qu'il y a une obligation d'isolation quand on fait un ravalement, qu'il y a de plus en plus l'obligation de faire des travaux dans les bâtiments de classe F et G. Alors ça ne nous concerne pas parce que c'est assez rare dans les copropriétés, surtout les copropriétés de grande taille, d'être dans des classes énergétiques aussi pauvres, mais ça montre que les mesures du gouvernement sont toujours sur deux pieds, des subventions pour encourager d'un côté et des mesures plus coercitives pour pousser les bâtiments les moins performants à faire des travaux. Donc à partir de 2027, les bâtiments de tous les logements de classe F et G devront avoir fait des travaux et dès 2021, cette mention devrait être sur toutes les annonces immobilières et les actes de vente. Il faudra écrire ce logement de classe F ou G devra faire l'objet de travaux. Un peu presque une alerte en format attention, fumée est dangereux pour la santé, pour alerter les consommateurs sur le fait que c'est bien pour faire l'objet de travaux. Comment on peut rénover? Parce que vous le savez, en copropriété, là aussi vous êtes bien placé pour ne pas rentrer trop dans le détail, ça peut être difficile parce que les mécanismes de prise de décision sont complexes. En copropriété, on a souvent du mal à se mettre d'accord sur la couleur des boîtes aux lettres. Donc quand il s'agit de mettre en œuvre un gros projet ambitieux, eh bien c'est plus difficile. Qu'ensuite, des copropriétaires ne sont pas des spécialistes, c'est pas leur métier, ils ont d'autres activités. Et donc, devoir coordonner plusieurs intervenants, c'est quelque chose qui est compliqué. En plus, réunir les financements peut être difficile. C'est des quotes-parts, quand on fait une remise à niveau globale du bâtiment, c'est des quotes-parts qui sont souvent un petit peu élevées. Et que ça peut être difficile de convaincre de faire cet investissement et pour certains de trouver cet argent. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions financières. Et il ne faut pas trouver des solutions financières pour la majorité favorable aux travaux. Il faut trouver des solutions financières pour tous les copropriétaires. Et puis une difficulté aussi dans la confiance vis-à-vis des intervenants. En copropriété, la relation entre un prestataire et la copropriété est assez souvent difficile, voire tendue. Parce que comme ce n'est pas un acheteur professionnel, le copropriétaire, il y a souvent une espèce de méfiance. Donc tout ça, eh bien, ça peut résulter dans une tendance à choisir des programmes de travaux un peu simples en se disant « bon, ça m'a l'air bien compliqué de faire tout ce qu'il faudrait idéalement faire, donc je vais juste mettre un petit coup de peinture et puis on verra la suite dans 5 ans ». Et ça, malheureusement, c'est souvent une mauvaise solution pour le bâtiment lui-même et pour la copropriété parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la rénovation par petits bouts coûte beaucoup plus cher qu'une rénovation globale. Donc la région Île-de-France s'est associée avec la ville de Paris, la Caisse des dépôts et d'autres pour essayer de trouver une solution globale pour simplifier, pour lever autant que possible tous ces freins. Alors, messieurs Menat, Dupuis qui témoigneront, vous diront que ce n'est pas forcément un projet qui se déroule très facilement juste en claquant des doigts, mais on a essayé de mettre en place toutes les solutions pour lever les différentes barrières que j'ai indiquées. D'abord, mettre en place un interlocuteur unique, un pilote pour la copropriété. Alors la copropriété, est-ce que c'est le syndicat de copropriétaires, est-ce que c'est le syndic? C'est évidemment les deux. Et selon les projets, on a des projets où on a des conseils syndicaux extrêmement moteurs dans des collectifs très très soudés. On a parfois un ou deux pilotes qui portent tout le projet. On a parfois un gestionnaire de copro qui porte tout le projet. On n'a pas de vérité là-dessus. La seule chose, c'est que plus il y a de solidarité entre les copropriétaires et dans la relation syndic-syndicat de copropriétaires, mieux ça marche. Et plus il y a de division et de non-écoute, plus c'est compliqué. Mais on a tous les formats, des plus simples avec plein de solidarité et tout le monde main dans la main, pas plus courant, mais ça existe, des projets où il y a des divergences d'avis, des gens qui n'ont pas la même vision et puis des fois l'expriment de manière plus ou moins vocale, et puis qui marchent main dans la main avec leur syndic ou non. Donc on a tous les formats, tous sont possibles, mais il faut des porteurs. S'il n'y a pas des gens qui portent le projet et qui vont y passer un petit peu de leur soirée et de leur week-end, ça ne pourra pas marcher. Alors, si c'est beaucoup le syndic, ce sera moins les soirées et le week-end, mais il faudra de toute façon un peu de mobilisation de certains membres du conseil syndical. Et nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vous proposer
un chef de projet, un interlocuteur unique, dont vous avez 2 éminents représentants ici, qui vont être des spécialistes de la copropriété, des spécialistes des financements et des bons connaisseurs de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes connaissances énergétiques, des bonnes connaissances architecturales, suffisamment pour piloter les autres métiers. Alors l'ingénierie financière, chez nous on a une personne qui fait que de l'ingénierie financière, mais souvent les chefs de projet la font eux-mêmes. Mais ils vont aussi piloter les études architecturales, donc toutes les études que va mener l'architecte, et piloter l'ingénieur thermique et fluide, c'est-à-dire le bureau d'études qui va estimer les économies d'énergie et définir les solutions sur les questions de chauffage et de ventilation. Donc évidemment, quand on est interlocuteur unique, ça n'interdit pas à la copropriété d'être en relation directe avec l'architecte et l'ingénieur thermique et fluide, mais c'est lui votre point d'entrée. C'est avec lui que vous exprimez le mieux possible vos besoins, vous donnez vos désaccords et vous trouvez les solutions. Et surtout, c'est lui, on s'aperçoit après quelques années d'expérience, qui va avoir un rôle extrêmement important qu'on sous-estime, qui va donner du rythme au projet, qui va faire ce qu'on appelle la gestion de projet, qui va vous dire la prochaine étape c'est ça, et je vais vous demander de me rendre tel document à telle date. Et si vous ne le faites pas, et bien le projet peut se mettre à s'étaler dans le temps, et un projet qui traîne, c'est jamais bon. La conception d'un programme de travaux, en théorie, elle peut se faire en 9 mois. Mais chaque fois qu'un rendu qui doit prendre 2 semaines, mais 1 mois est validé, et là c'est 2 semaines de plus, et un projet qui dure 2 ans de conception au lieu de 9 mois, c'est pas le plus intéressant, et surtout c'est là que ça peut s'enliser, qu'on peut perdre des motivations. Donc ce rôle de pilotage du projet et de donner du rythme est absolument essentiel. Donc sur les métiers architecte et ingénieur thermique fluide, c'est des métiers qui existent donc indépendamment de nous, sur d'autres secteurs de la copropriété évidemment. Comment est-ce qu'on l'adapte à ça? D'abord, il va s'agir de faire des plans, de faire des plans aussi en 3D. Ce n'est pas toujours le cas sur d'autres secteurs. En copropriété, il faut absolument, selon nous, faire des rendus qui soient le plus visuels possible, parce qu'on travaille pour des non-professionnels. Et on ne peut pas se contenter de rendre des plans extrêmement techniques qui parleraient à un maître d'ouvrage professionnel, mais on fait des rendus qui aident un copropriétaire non professionnel, un monsieur et madame tout le monde, à se projeter dans le bâtiment futur, pour qu'il nous donne son avis là-dessus, qu'on s'assure que ça corresponde à ce qu'il voudrait. Donc on insiste beaucoup sur cet aspect, et puis un autre aspect évidemment, ça va être la consultation des entreprises. Une conception, une maîtrise d'œuvre architecturale bien faite, ça veut dire une bonne consultation des entreprises pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec l'entreprise entre le moment où on conçoit avec vous et le moment où les travaux se feront, parce que des malentendus, des flous, ça se paye en phase chantier, et ajuster des choses en conception c'est pas grave, ajuster des choses en chantier c'est compliqué, et puis c'est cher. Et puis la deuxième chose, c'est d'obtenir le meilleur prix pour vous. Et surtout de vous aider, je dirais, à obtenir ce qu'on appelle le mieux disant et pas seulement le moins disant. Si une entreprise est beaucoup moins chère, on va creuser avec vous pour voir pourquoi elle est beaucoup moins chère. Est-ce que c'est parce qu'elle fait des travaux à bas prix de super qualité, c'est merveilleux, ou est-ce qu'il y a un loup, est-ce qu'il y a quelque chose de flou? Donc vraiment travailler avec vous pour avoir le mieux disant et trouver les meilleures entreprises, donc organiser la mise en concurrence des entreprises sur la base d'un cahier des charges très précis. Par exemple, on fait toujours les entreprises qu'on consulte doivent obligatoirement visiter sur site avant de leur remettre une offre, sans quoi elle est éliminée de la consultation. Et on va proposer à quelques copropriétaires et aux syndics d'être présents aux auditions qu'on fait. Donc toutes les entreprises vont venir, on va leur faire part de l'analyse qu'on a faite de leur offre, l'analyse technique, mais aussi un petit peu sur le prix, et les copropriétaires sont présents pour bien comprendre si par exemple on dit telle entreprise est 5% plus chère mais c'est elle qu'on recommande, que les copropriétaires comprennent et s'associent à ça. Évidemment que le but c'est de retenir la moins chère dès lors que l'offre est suffisamment qualitative. Sur la question de l'ingénieur thermique fluide, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est plus dur de se projeter dedans parce que là il n'y a pas de requalification architecturale, c'est pas esthétique, c'est du technique, c'est de la chaudière, du tuyau, de la gaine. Donc c'est définir toutes les solutions sur le côté chauffage, eau chaude et ventilation. C'est faire des simulations thermiques, donc estimer combien d'économies d'énergie il y aura, donc vous aider aussi à optimiser le projet en disant ça économise beaucoup d'énergie, il faut absolument le faire, ça c'est très cher, ça économise pas grand chose, ou ça économise pas beaucoup mais ça coûte presque rien, il faut le mettre. Donc vous aider à faire un programme de travaux qui soit optimisé au niveau énergétique aussi, pas seulement au niveau esthétique.